Oh, my love, Mythes et complots, my darling, I've hungered for your touch. avec Christian Page. OK. Coudon, veux-tu que j'allume des chandelles? On se fait venir du Saint-Hubert. Ouais, c'est langoureux, ça. Christian, je ne connaissais pas cette lumière-là. Coudon, c'est quoi ça? C'est la pièce de... Ghost, mon fantôme ouais. d'amour. Oui. Et pourquoi tu fais jouer ça, Christian? Ben parce que au cours des dernières semaines, on dirait que juste avant ma chronique, on a eu les filles qui se frenchaient, on a eu droit au 2,81. J'ai dit, je me sentais un peu aux côtés de la plaque. Tu sais que ça a failli aujourd'hui. J'ai pas pensé. Ça a failli être la première journée. C'était quoi, Maryse? Le gros festival de fesses dans un bar de danseuses. Oh mon Dieu. Puis on s'est dit, bon, peut-être pas. Il y a 2h30, 2h15, tu vois. C'est toujours le thème. Je sais pas ce qui arrive le mercredi. Je suis désolé. Ça doit être dans l'air, hein? Donc, je me suis dit, pour ne pas toujours être en reste. Oui, en reste, oui. J'ai dit, on va parler de sexe et de paranormal. OK. Donc, cette semaine, c'est moi qui aborde le sujet tabou. Et effectivement, la sexualité, comme c'est l'une des dynamiques les plus importantes chez l'être humain, évidemment, on la retrouve également quelque part dans le paranormal. D'abord, que ce soit les ovnis, que ce soit les fantômes, que ce soit toutes sortes de phénomènes mystérieux, le sexe n'y est jamais très loin. Prenons par exemple la question des ovnis. Sous la forme des ovnis, puisqu'on parle de technologie et d'extraterrestres, ça va être difficile de garder notre sérieux. Non, j'imagine E.T. Avec son doigt. Ouais, avec son doigt. Excuse-moi. Donc, dans les ovnis, la dynamique sexuelle prend la forme d'expérimentation et d'analyse ou d'études. C'est pas drôle, là. Non, c'est pas drôle. Des aiguilles puis des ponctions. Donc, les gens se font enlever par les extraterrestres et se font soumettre à toutes sortes d'expériences un peu biologiques où on prend des ovules. Il va y avoir également l'implantation d'embryons qui vont être retirés avant terme. Donc, il y a tout ça. Cette dynamique, on voit ici, on flirte avec cette dynamique de la procréation et de la sexualité. Mais il faut dire qu'avant... Il n'y a rien de romantique là-dedans. Il n'y a rien de romantique. Ouais. Sauf que avant le phénomène des enlèvements, avant que le phénomène des enlèvements soit très répandu, on a quand même quelques histoires où des gens auraient copulé avec des astronautes venus d'une autre planète. Et ce fut le cas, par exemple, à la fin des années 50, on a un récit bien détaillé, un type qui s'appelait Antonio Villa-Boas. Boas raconte qu'il se trouvait ce soir-là, on était en octobre 1957, dans la province du Minas Goiás, ça se trouve au Brésil, et Boas raconte qu'il était sur le tracteur familial, et puis vers 22 heures, une lumière est apparue dans le ciel, et s'est posée près de lui. 2 ou 3 bonhommes vêtus de combinaisons sombres, brunâtres, avec sur le nez ce qui ressemblait un peu à ces fameux masques à gaz qu'on retrouvait dans les années 50. Donc, ces bonhommes... Je vois le rictus qui déforme tes lèvres. Je suis attentif. Donc, ces bonhommes vont se jeter sur Boas et ils vont l'entraîner à l'intérieur de la machine volante. Et une fois à bord, ils vont le mettre nu. Ils vont recouvrir son corps d'une sorte de substance gélatineuse qui ressemble un peu à de la vaseline rose. Oui. Et on va lui placer à la pointe, à la base du menton, une sorte de petit récipient de verre qui est terminé par une ventouse. Boas va raconter qu'il voit un peu de sang qui s'écoule à travers ce tube et jusque dans le récipient de verre. Après quoi, on le pousse dans une autre pièce. Et là, il y a une sorte de fumée qui va entrer dans la pièce. Boas va raconter qu'il a été pris de nausée, qu'il a vomi d'ailleurs dans un des coins de la pièce. Un coin de la pièce difficile puisque c'est une soucoupe volante. Là, on cherche les coins. Ça, un coin rond. Mais enfin, et après quoi, donc une créature va pénétrer dans la pièce. Elle est nue. Et Boas sait d'instinct qu'il s'agit d'une femme, parce que bon, elle a les bonnes affaires aux bons endroits. Là. Elle fait pas bé. Non. Et là, Boas cette créature va s'approcher de lui, va l'entreprendre si bien que Boas va honorer notre cosmonaute venu d'ailleurs. Attends une minute. Oui. Il se fait enlever. Oui. Il se fait faire des ponctions désagréables par des hommes. Oui. Il se fait mettre de la gélatine sur le corps. Oui. Puis il est capable de réagir à une créature, comme t'appelles. Ah ouais.
Donc, il y a sur le Viagra. Peut-être que d'aplomb. la gélatine, peut-être que la substance ou Ouais. la fumée était aphrodisiaque. Ah, je Qui comprends. sait? Quoi qu'il en soit, C'est plein de ressources. Quoi qu'il en soit, notre Boas va honorer l'ufonaute. Et puis après quoi, la dame en question va porter la main à son abdomen et de son autre doigt indiquer le cosmos, faisant comprendre à Boas qu'elle va amener sa semence vers d'autres étoiles. c'est cute. C'est beau, hein? C'est presque de la panspermie. Donc, l'idée de créer de la vie ailleurs sur d'autres Et planètes. une shot, eux autres, c'est fait, suffisant. enceinte. Se fait apparemment suffisant. c'est Cette histoire-là, fort. évidemment, lorsque elle se passe en 1957, elle se passe au Brésil. La culture nord-américaine ou occidentale va entendre parler de cette histoire-là seulement qu'à partir de 1965. À ce moment-là, Parce qu'avant, ils sont trop prudes, la non, culture. parce que on se trouve dans le milieu ufologique brésilien, on parle le portugais et l'espagnol, donc la langue est plus difficile d'accès. Et ce n'est qu'à travers un ufologue brésilien, Otávio Fontes, qui va traduire le récit de Boas, que celui-ci va finalement gagner la littérature occidentale. Et on va découvrir cette histoire-là. On est en 1965. Le récit des enlèvements a déjà commencé aux États-Unis et en Europe, donc on est plus familier avec ces récits-là. Et bien sûr, l'affaire Boas, à cette époque-là, va être considérée comme étant une arnaque. Hein. Évidemment, cette histoire de on s'imagine mal une civilisation très évoluée qui traverserait le cosmos pour forcer un pauvre Brésilien Ben oui, à s'offrir une... 57, prends Clark Ouais. Gable. Voilà. Tu sais, prends une vedette qui a de l'allure. Exactement. Tant qu'à Ils avoir n'ont de la pas- semence, quelque chose de luxe. Absolument. Ce qui est assez curieux Moi, avec je pense que Boras s'est fait pogner avec une brebis dans un champ et inventé cette histoire-là. C'est possible. C'est possible. Ce qui est assez étonnant de Boas, c'est qu'il ne changera jamais son récit. C'est-à-dire que évidemment, dans les années 60, Boas va devenir d'ailleurs un avocat très en vue dans l'État du Minas Goiás. Il va garder le silence sur son histoire, sauf qu'au début des années 80, à Rio de Janeiro s'organise un congrès sur les ovnis et Boas, pour la première fois, est invité à prendre la parole parce que le congrès est organisé par un ami qui connaît un ami de Boas, etc. Il Et donc, présente sa Boas- fille et- qui dit « c'est mon père ». Donc, Boas décide de briser le silence en disant « je vais raconter cette histoire-là qui se passe en fait, Devant le monde. Devant le monde, il raconte l'histoire. Il ne changera pas de iota sa version des Wow. faits. Et contrairement à ce qu'un ufologue québécois a dit récemment à la télévision en disant peut-être que Boas avait finalement baisé un hologramme, c'est un peu douteux. Si c'est vrai que les hologrammes n'existaient pas en 1957, en 1980, les hologrammes existaient et Boas n'a jamais raconté ou n'a jamais laissé supposer qu'une partie de son expérience relevait d'une créature holographique ou quoi que ce soit. Mais Il a même Est-ce ajouté... qu'il décrit la créature en question? Oh oui, il dit qu'elle avait Christian? les cheveux blonds et elle avait une pilosité rousse. Et Boas, en 1984 ou 85, lors du fameux congrès au Brésil, va même ajouter des petits détails scabreux disant « Lorsque je lui faisais l'amour, la créature en question exprimait son plaisir en grognant et en jappant comme un chien. » Donc, on n'est pas très loin de notre brebis. J'ai pas insisté, je veux pas défaire ton histoire, mais- là. Mais voilà. Mais c'est quand même... Quand il une- dit pilosité, là, est-ce qu'il a identifié les endroits? Ah où- oui, il parle, ouais, elle a un peu de poils sous les aisselles et elle a un pubis bien garni et d'une pilosité rousse. C'est pas en, Il écrit ça. c'est en Europe, ça? Ça se passe au Brésil. Au Brésil, excuse-moi. et elle a les yeux bridés et elle a une chevelure blonde. Wow, méchant pétard. Oui, mais puisqu'elle a une chevelure blonde et une pilosité rousse, il faut croire qu'il y a du... De l'Écossais là-dedans. pas de l'écossais, tout le moins de la teinture dans l'air. Ah. Et à quelle place, on ne sait pas. Non. Bon, OK. Cela étant dit, donc, c'est une histoire qui, c'est sûr qu'on se la raconte comme ça, Ouais. à bâton rompu, ça semble amusant. Mais c'est une histoire qui, dans le milieu ufologique, est considérée avec un certain sérieux. C'est difficile de comprendre. Boas n'a pas tiré profit de cette histoire-là. Il a gardé le silence là-dessus pendant des années. Ouais. C'est vrai que peu de temps avant l'affaire de Boas, il y avait eu une publication au Brésil, en portugais, d'une histoire un peu olé-olé où un homme avait une relation sexuelle avec une créature venue de l'espace. Est-ce que Boas s'est inspiré de cette histoire-là pour monter un canular? Il faut bien sûr se poser la question, si c'est un canular, pourquoi et dans quel but? Est-ce Parce qu'on que a Boas n'a jamais tiré profit de ça. Évaluer le niveau
psychologique, mental de cet homme-là? Ben, cet homme-là est un homme apparemment équilibré puisqu'il est devenu un avocat. Il a suivi des études. Oui, évidemment, évidemment, il y a toujours une question. Mais Boas a suivi donc des études au barreau, a été reçu, a pratiqué. Il est devenu un avocat très en vue. Ouais. Il n'a jamais tiré profit de cette histoire-là de rencontre ou de relations sexuelles avec des extraterrestres. Mais bon, enfin, super c'est stylé. une histoire tout à fait Est-ce qu'il est extraordinaire. encore Non, il est vivant? décédé il y a quelques années et bon. Et ça, cette histoire-là, Boas, là, c'est important dans l'histoire. Ouais, dans le domaine des ovnis, c'est un récit qui a longtemps été mis de côté à cause justement de cet aspect olé-olé, mais aujourd'hui revient dans les milieux, on le reconsidère avec plus de sérieux et on se demande dans quelle mesure il y a une part d'imaginaire là-dedans et quelle est la part de réel dans l'histoire de Boas. Ouais, ce bébé-là aurait quoi, 53 ans? 53 ans, ouais. Ouais. Ensuite, mais tu sais que dans le domaine du paranormal, les ovnis ne sont pas le seul endroit où on retrouve de cet aspect surnaturel. OK, on va le savoir après la après la pause pause. avec Christian Page. Hey, Christian, tu sais que c'est ta dernière chronique avant le mois d'août, hein? Oui, absolument. OK, c'est correct. Mais tu sais, je veux qu'on finisse là, vraiment sur un moment, pardon. Une note sérieuse. Oui, sur une note sérieuse. Donc, comme on a mentionné, bon, bien sûr, la sexualité apparaît dans le domaine des ovnis, qu'on y croit pas. C'est vrai qu'il y a des histoires qui sont assez abracadabrantes, mais quand même, elles sont là. Mais il existe aussi tout un autre aspect des phénomènes paranormaux où on retrouve des aspects beaucoup plus importants de la sexualité. Tu sais que, par exemple, qu'il existe depuis toujours une sorte de folklore où on parle de créatures qui viendraient la nuit pour agresser hommes et femmes sur le plan sexuel. On parle des incubes et des succubes. D'ailleurs, succube, l'étymologie veut bien et bien dire celui qui est dessus. Donc, on a d'ailleurs des peintures qui illustrent très bien tout ça. Je pense, par exemple, à des peintures je crois que c'est Fusili, où on voit une sorte de femme qui dort et elle a une sorte de petit démon qui est assis sur sa poitrine. Donc, ce sont cette idée du succube et de l'incube. Et dans le domaine des esprits... Si le succube est dessus, l'incube est en dessous? Ouais, voilà. Okay. L'incube veut dire à l'intérieur. Okay. Donc, et la succube sur le dessus. D'accord. Donc, on voit que les pratiques sexuelles en enfer vont au-delà de la position du missionnaire. Tant mieux. Je te laisse aller. Mais tout ça pour dire que dans le domaine du surnaturel, on a quand même des cas assez intéressants où des gens ont prétendu avoir été agressés sexuellement par des entités invisibles. Et le cas dont je vais te parler cet après-midi pour finir cette chronique en beauté, et je sais que je vais soulever ton scepticisme, mais rappelle-toi que les événements que je vais te raconter ont été documentés, filmés, observés par une vingtaine de témoins. Ces témoins-là étaient des parapsychologues qui étaient attachés à l'université de la UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles. À l'époque, dans les années 70, il y avait un département de recherche en parapsychologie. Et c'est là qu'en 1974, ces gens se sont intéressés à un cas très particulier qui se passait au sud de Los Angeles, en banlieue de Los Angeles. C'était le cas de Doris Biter. Ce cas se passe en 1974. C'est cette histoire qui va être adaptée au cinéma comme étant l'histoire d'une Carla Moran dans le film The Entity, l'emprise, donc que tu as peut-être vu. Ah, que j'ai vu. Qui est au cinéma quand c'est sorti. Et Carla Moran est interprétée par Barbara Hershey. Et dans ce film, on voit donc Barbara Hershey. On nous raconte que l'histoire se passe en 76. Dans les faits, elle se passe en 74. Et on voit dans le film donc Barbara Hershey qui est agressée sexuellement par 3 entités invisibles. 2 nains, apparemment. 2 petites personnes qui la maintiennent immobile pendant qu'une 3e entité invisible l'agresse sexuellement. Cette histoire-là, donc, a été documentée. La véritable histoire de Doris Biter se passe en 1974. Et là, les gens du département de recherche en parapsychologie de l'Université de Californie vont être sur place. J'ai rencontré, moi, Doris Biter avant son décès. Elle est décédée dans les années 90. C'est une femme qui avait des problèmes de comportement. C'est une femme qui avait des problèmes d'alcool. Mais jamais, ni les gens... Il faut dire que, d'abord, racontons d'abord les événements. Cette femme, comme dans le film, entend parler des parapsychologues d'histoires de maisons hantées. Ça se passe dans une librairie. Elle les accoste. Elle leur dit, voici, chez moi également, il y a des manifestations semblables.
Les parapsychologues se rendent sur place et pendant plusieurs semaines vont documenter des phénomènes dits de poltergeist, donc des coups frappés dans les murs, des objets qui se déplacent tout seuls. On va installer des caméras. Les phénomènes les plus étonnants étaient l'apparition de petites sphères lumineuses qui, dans certains cas, et on le voit d'ailleurs dans le film également, ces sphères lumineuses qui sont projetées surtout dans la chambre à coucher de Doris Biter. Et ces sphères lumineuses vont parfois s'amalgamer et créer des formes qui vont rappeler en fait le torse d'un homme d'assez grande taille. Doris Biter va raconter qu'elle est agressée sexuellement par cette entité. Les parapsychologues ne documenteront pas les agressions sexuelles, mais de nombreux témoins, dont les enfants de Doris Biter, elle a 3 garçons, dans le film elle a 1 garçon et 2 filles, je crois. Dans la réalité, elle avait 3 garçons et 1 fille. Les enfants de Doris Biter ont été témoins de ces agressions sexuelles. Ils ont vu leur mère, telle une poupée de chiffon, être baladée à gauche, à droite sur le divan ou être projetée sur son lit. Doris Biter était une femme qui multipliait les amants et certains de ces amants sont entrés dans sa chambre alors qu'elle était agressée par l'entité invisible et ont témoigné de ces agressions. Ils ont vu l'agression. Évidemment, je tiens à préciser, ces agressions n'ont pas été documentées par l'équipe de parapsychologues. Mais l'équipe de parapsychologues ont pu documenter toute une série de phénomènes de type poltergeist, coups frappés dans les murs, des objets qui se décrochaient des murs. À un moment donné, pour avoir des éléments de référence, on avait placé des cartons sur les murs, des cartons noirs numérotés qu'on avait accrochés avec du duct tape, donc du ruban adhésif commercial. Et à un moment donné, lorsque les parapsychologues étaient dans la pièce, ces cartons étaient tombés. À un moment donné, ils sont sortis de la pièce. Lorsqu'ils sont revenus, les cartons étaient tombés. On les a replacés, mettant ça sur le compte de l'humidité qu'il y avait dans la pièce. Il y avait également souvent une odeur de charogne qui régnait dans cette pièce-là, et essentiellement dans cette pièce. La température était également généralement beaucoup plus basse dans cette pièce que dans les autres pièces de la maison. Et les parapsychologues, à un moment donné, lorsque les cartons se défaisaient sur les murs, ils ont lancé comme ça à l'entité, si c'est toi, peux-tu le refaire? Ils ont vu, de leurs yeux, filmé avec les caméras qui étaient sur place, les cartons se décrocher des murs, comme si des mains invisibles tiraient sur ces cartons. Dans l'affaire de Doris Biter, évidemment, il y a toute une dynamique. Il y avait l'alcool, c'était une femme qui avait des problèmes particuliers. Il est difficile de séparer l'aspect psychologique de ces agressions versus la réalité des manifestations. Les parapsychologues de la UCLA avaient conclu à l'époque que les phénomènes de poltergeist qui avaient été documentés étaient tout à fait authentiques. Quant à savoir si Doris Biter avait été agressée sexuellement par ces entités invisibles, en dépit des nombreux témoignages qui allaient dans ce sens-là, ils n'ont pas pu le documenter parce que, contrairement au film, Doris Biter n'a pas été consulté un médecin qui a pris des photographies de ses bleus ou de ses ecchymoses qui confirmaient les agressions. Mais c'était quand même un cas exceptionnel et ce cas-là est demeuré dans les annales de la parapsychologie comme l'un des cas les mieux documentés de toute l'histoire de la parapsychologie. Et force nous est de reconnaître que si Doris Biter a dit la vérité, il y a quelque chose de tout à fait surprenant, ce type d'histoire. Je voulais t'amener, avant d'entrer en studio, un rapport qui m'a été remis par la police du Texas, daté de 2009, où une femme a contacté les policiers de la ville de Houston pour raconter qu'elle avait été agressée et attaquée sexuellement par une entité invisible, semblable à l'affaire de Doris Biter. Évidemment, on pourrait conclure qu'il s'agit d'une psychotique qui a inventé toute cette histoire, sauf que lorsque les policiers sont arrivés sur place, on se trouvait à ce moment-là dans une maison où il y avait des gens âgés et il y avait également un personnel qui prenait soin des gens âgés. Et tous les gens qui étaient présents dans la maison, évidemment, personne n'a pu confirmer l'agression sexuelle, mais tous ont confirmé que depuis des mois, des manifestations étranges, coups frappés dans les murs, objets qui se déplacent, frottements, touchements étaient rapportés. Donc tous ces gens-là ont témoigné devant les policiers et ça fait l'objet d'un rapport de police que je t'amènerai peut-être au mois d'août pour te convaincre de ton scepticisme. Pas pire comme fin, ça, voilà. Christian. Bon, écoute, on y croit presque, mais on va attendre le remake qui devrait s'en venir. Merci, Christian Page. Ça me fait plaisir. Merci. On se reparle dans quelques semaines. On va laisser passer l'été. Merci à Larry, à François et à Maryse. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle demain dès midi. Au revoir.